Bonjour et bienvenue dans cette vidéo mensuelle de suivi de mon DCA juin 2025, avec un focus, la question que je vais traiter dans cette vidéo: dois-je arrêter le S&P 500? Je vais me demander si le S&P 500 n'est pas survalorisé, s'il n'est pas urgent de quitter cet indice, si on n'est pas au bord du crack. Voilà le focus que je vais faire. Je présente mon DCA, je présente mon portefeuille, je traite le thème de la vidéo et ensuite je vous montre ce que je modifie éventuellement dans mon DCA. Mais avant, un petit avertissement, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. Je suis un simple particulier qui investit en bourse à long terme. Investir en bourse comporte des risques. Vous pouvez perdre tout votre argent si vous investissez en bourse. Ceci étant dit, donc, je vous rappelle le DCA que j'ai effectué pour le mois de mai 2025. Vous connaissez déjà si vous avez suivi ma vidéo précédente. Donc, une poche de 250 € qui est investie sur des ETF S&P 500, 25 € sur le BNP Paribas Easy qui est un ETF S&P 500 hedgé. Hedgé, ça veut dire couvert contre le risque de change. Historiquement, c'est sur cet ETF que j'ai consacré l'essentiel de mon DCA, c'est la principale position de mon portefeuille. Et puis, désormais, 225 € sur le Invesco S&P 500 non hedgé, que j'ai commencé donc le mois dernier, dans le but de rééquilibrer un peu mes positions entre ETF hedgé et ETF non hedgé, afin d'accroître mon exposition au dollar. Vu que le dollar a beaucoup baissé, je me suis dit que c'était le moment de revenir un petit peu sur le dollar. J'ai également une poche fixe de 5% que je consacre à l'achat d'actions pour ne pas faire uniquement que des ETF. Et actuellement, c'est sur Tesla que j'investis à hauteur de 13 € pour chacun de mes versements. Alors voici où en est le portefeuille. Donc ce portefeuille se compose à 80% d'ETF. Principale position, donc c'est l'ETF BNP Paribas Easy Hedgé, ticker ESEH, donc qui représente à lui seul 61% de mon portefeuille, puisque j'ai commencé mon DCA avec cet ETF et que j'ai consacré l'essentiel de mes efforts donc sur cet ETF. Mais j'ai également du non-hedgé à hauteur de 19%, désormais un petit peu donc de Invesco, ticker P500, que j'ai commencé le mois dernier et qui représente donc 3% de mon portefeuille. Et j'ai également de l'eShares North America. Alors là, c'est un petit peu plus large que le S&P 500 puisque ça suit l'indice MSCI Amérique du Nord, mais j'ai été obligé de le prendre puisque j'ai voulu ouvrir un plan d'épargne retraite individuel, un PERIN, que j'ai ouvert sur Boursorama, sur Boursobank, pardon. Et là, par contre, on n'avait pas le choix, on ne pouvait pas prendre d'ETF S&P 500, donc j'ai pris alors c'est pas un ETF d'ailleurs, c'est un OPCVM, North Amérique du Nord. Enfin bon, je le traite ici dans mon portefeuille comme un ETF. Donc j'ai également une poche action de 20%. Que je souhaite réduire. Alors je ne vends rien, hein. Tout ce que j'achète, je le conserve. Par contre, je souhaite changer un peu la pondération. J'aimerais que les actions représentent moins de 10% dans mon portefeuille. Et c'est pourquoi dans mon DCA, j'investis principalement sur des ETF et que les actions ne représentent désormais plus que 5% de mes versements. Donc j'ai du Apple à hauteur de 12% de mon portefeuille. J'ai également un peu de Tesla désormais et du Savencia et du Neuron sur PEA, PME. Deux valeurs que j'ai présentées dans une vidéo qui s'intitule « Deux belles actions sur PEA PME » que vous pouvez regarder si ça vous intéresse, si vous cherchez des small caps. Je suis très satisfait en particulier de Savencia. Alors ce portefeuille présente aujourd'hui un rendement annuel pondéré au 1er juin 2025 de 7,59%. Alors là, il y a deux manières de voir les choses. Première manière positive, c'est de se dire c'est que c'est toujours beaucoup mieux que l'inflation, que c'est une performance tout à fait correcte. Et puis une autre manière de voir les choses, c'est que la performance est quand même un petit peu faible quand on sait que le S&P 500 a fait 23% en 2024. Comment se fait-il que mon portefeuille, lui, n'a fait que 7,6%? J'ai étudié les raisons. La principale, c'est que l'essentiel de la hausse qui a eu lieu l'année dernière a eu lieu sur le premier trimestre de l'année 2024. Et par conséquent, ayant fait un DCA, je n'ai pas pu capter la totalité de cette performance.
Autre raison, la baisse du dollar qui a beaucoup pesé sur la partie non hedgée et en particulier sur ce que j'ai investi dans le Perrin. En revanche, il y a des éléments positifs qui ont plutôt tiré à la hausse la performance, heureusement, en particulier les actions, Apple, un petit peu Tesla désormais, et puis Savencia qui sur l'année 2025 fait une belle performance. Ce qui est un petit peu nuit aussi à la performance, c'est que pour le moment sur l'année 2025, sur le S&P 500, la performance est plutôt plate. Et donc ça a pour effet de réduire un petit peu de mois en mois le rendement annuel pondéré. Alors on va traiter le sujet de la vidéo sur le S&P 500. D'abord on va regarder où on en est du S&P 500. Tout d'abord, depuis le début de l'année, c'est un indicateur que je regarde chaque mois, où on en est depuis le début de l'année. Eh bien, on est en hausse. Le S&P 500 est en hausse depuis le début de l'année de 0,74%. C'est important de le noter et de l'avoir en tête, parce que quand on suit les chaînes d'information continues, les grands médias, on n'est pas forcément au courant que la bourse américaine est en hausse, puisqu'ils ont beaucoup parlé du crack du mois d'avril, mais assez peu du fait que la remontada avait permis désormais d'afficher une performance positive sur la bourse américaine depuis le début de l'année. Sur une année glissante, le S&P 500 est en hausse de 11,89%, donc très correct, et sur 5 ans, le S&P 500 est en hausse de 85%, donc on a toutes les raisons du monde d'être heureux en étant investi sur le S&P 500. Mais voilà, le S&P 500 n'a-t-il pas trop monté, n'est-il pas survalorisé, ne faut-il pas en sortir désormais? N'avons-nous pas devant nous une décennie perdue qui s'annonce avec des performances médiocres? C'est la question que je me suis posée. Alors, pourquoi j'aime le S&P 500? D'abord parce qu'il surperforme les indices européens pour de multiples raisons que je ne vais pas détailler ici. Également parce que les ETF S&P 500 présentent moins de frais que les ETF sur MSCI World, alors que le S&P 500 finalement est très mondialisé et que le MSCI World de toute façon est composé à 2/3 de valeurs américaines. Donc personnellement, je ne vois pas trop l'intérêt d'acheter des ETF MSCI World pour se diversifier. Je pense qu'être sur le S&P 500, ça revient quasiment au même, et surtout sur le long terme, on a moins de frais. Donc je pense qu'on est plutôt gagnant sur le ETF S&P 500. Par ailleurs, sur cet indice, c'est un petit peu moins risqué que le Nasdaq. Le S&P 500 est le meilleur indice généraliste, à l'exception, il est battu, à une exception près, c'est qu'il est battu par le Nasdaq. Le Nasdaq a des meilleures performances que le S&P 500, mais il est un petit peu plus risqué. Donc voilà pourquoi j'avais choisi le S&P 500. Alors, est-il survalorisé? Pour le savoir, pour étudier la question, j'ai regardé principalement l'indicateur du ratio cours sur bénéfice, le fameux ratio PER. Donc le rapport entre le montant des cotations et le bénéfice par action qui est attendu. Il y a deux manières de calculer ce ratio, soit le PER TTM, c'est-à-dire les 4 derniers trimestres, 4 derniers trimestres glissants, on regarde le bénéfice des 4 derniers trimestres et on compare par rapport au cours. Et puis une deuxième manière, c'est de regarder le bénéfice attendu l'année suivante. C'est ce qu'on appelle le PER forward, que beaucoup considèrent comme un meilleur indicateur. Alors, s'agissant du PER TTM, effectivement, on a un niveau très élevé puisqu'on serait aujourd'hui à 28 sur le S&P 500. C'est beaucoup plus que sa moyenne historique, qui est à 16. Donc sur la période 1871-2025, sur le S&P 500 ou l'équivalent du S&P 500, puisque le S&P 500 n'existe pas depuis 1871, mais du moins sur ses équivalents, sur des moyennes qu'on a pu reconstituer, le PER TTM est plutôt autour de 16. Cela signifie qu'on a potentiellement une survalorisation du S&P 500 de l'ordre de 43%. Donc à tout moment, le S&P 500 pourrait s'écrouler de 43% si, pour des raisons très graves, des mauvaises nouvelles qui s'accumulent, le S&P 500 revenait à sa moyenne historique. Si on regarde le PER forward, la survalorisation est un petit peu moins nette, puisque là, le PER forward, on a un ratio pour le moment de 21, donc sur les bénéfices attendus sur les 12 prochains mois, alors que la moyenne historique est autour de 15. Donc là, la survalorisation ne serait que de 28%.
Cet indicateur est un petit peu meilleur, je pense, que le PER TTM, puisqu'on a quand même essentiellement des valeurs de croissance désormais dans le S&P 500. Les valeurs de croissance représentent au moins 40% peut-être davantage même, de la composition du S&P 500. Donc il est plus intéressant de regarder le PER Forward que le PER TTM. Donc la survalorisation potentielle du S&P 500, pour moi, elle est plutôt à ce niveau-là, autour de 28%, 30%. D'ailleurs, j'observe que lors du crack du mois d'avril, on a perdu environ 22%, donc on est à peu près dans cet ordre de grandeur de survalorisation. Alors pour autant, est-ce que ça te fait peur? Est-ce que je quitte le S&P 500? Non. Non, je continue sur le S&P 500, même si il est possible, et cela ne doit pas être une surprise, que les performances des 10 prochaines années soient bien moins bonnes que celles des 10 précédentes. Néanmoins, j'estime que la valorisation n'est pas aussi inquiétante qu'on pourrait le croire, pour deux raisons. La première, qui est souvent avancée, c'est que la composition du S&P 500 a changé, n'a rien à voir avec celle des décennies précédentes. Beaucoup plus de valeurs de croissance, la tech, la communication qui pèse 40% de la capitalisation au total, contre 15% il y a 20 ans. Or, ces secteurs se paient structurellement plus cher. Il est normal de payer un PER plus élevé pour des valeurs de croissance, puisqu'on attend des revenus futurs plus importants, des bénéfices plus importants. Donc le PER mécaniquement justifié est plus élevé que pour un PER de valeur industrielle ou de société plus mature. Puis une deuxième raison, qui est moins souvent dite, elle, mais que je juge tout aussi essentielle, c'est que les taux et l'inflation sont structurellement plus bas qu'auparavant. Or, il est tout à fait logique que les actions soient plus chères dans un environnement où les taux sont plus bas, puisqu'on va faire le comparatif entre le taux sans risque et le rendement des actions. Donc dans un environnement de taux réel stable autour de 1%, il est parfaitement justifié qu'on ait des multiples supérieurs à la moyenne du XXe siècle. Donc, comme je ne pense pas que les taux s'envolent dans les années ou les décennies à venir, pour de multiples raisons, et notamment en raison de l'importance de la dette publique, qui fait que les États et les banques centrales maintiendront des politiques pour que les taux soient bas. Si les taux demeurent bas, même si ponctuellement il peut y avoir des hausses de taux, des soubresauts sur les taux d'intérêt, si les taux demeurent quand même à un niveau plus bas qu'auparavant, il est normal que les actions se payent un petit peu plus cher. Voilà les raisons pour lesquelles je reste sur le S&P 500 tout en ayant parfaitement conscience qu'il y aura de la volatilité et qu'il y aura des baisses violentes comme on a eu au mois d'avril, qu'il y a des risques, mais si on est sur le long terme, ces risques finissent par s'atténuer et j'espère quand même des performances équivalentes à celles qu'on a eues dans les décennies précédentes, pas autant que les 10 dernières années, mais au moins que celles des 20 ou 30 dernières années. Voilà, donc sur l'aspect S&P 500, je ne fais pas de changement, je continue donc sur le S&P 500. Un petit mot sur Tesla. Est-ce que je continue ou est-ce que j'arrête Tesla? Donc j'ai décidé de faire un petit DCA Tesla dernièrement. J'ai commencé d'ailleurs quand ça a baissé, c'est-à-dire toute la période là que j'entoure avec mon curseur. Vous voyez, depuis février, Tesla avait bien craché. J'estimais que le bashing autour de Tesla était quand même excessif. Ça faisait longtemps que j'avais envie d'acheter une action Tesla, mais j'attendais le bon moment. Et là, j'estimais que le bon moment était arrivé. C'est pour ça que je suis rentré très progressivement sur Tesla en achetant la baisse. Et je ne regrette pas parce que vous voyez, il y a eu une petite remontée récente qui me permet d'ores et déjà d'afficher une plus-value latente de 11,92% sur le petit DCA que j'ai fait sur Tesla. Je vais le poursuivre. Mon but n'est pas d'avoir une grosse position sur Tesla, mais je vais le poursuivre, ce DCA, faute de mieux. Un DCA sur action, c'est toujours un petit peu plus risqué qu'un DCA sur ETF, puisqu'un indice ne tombera jamais à zéro, alors qu'une action peut tomber à zéro. C'est d'ailleurs pour ça que je limite mon DCA action à 5%, alors que je suis un petit peu plus sur des DCA ETF. Pour autant, il y a quand même des avantages à faire un DCA action. Le premier avantage, c'est que vous n'avez pas les frais annuels récurrents,
contrairement à un DCA sur ETF où chaque année vous allez payer les frais de l'ETF qui va amputer un peu votre performance. Sur les actions, une fois que vous les avez achetées, vous n'avez plus de frais. Donc si vous arrivez à vous faire un panier d'actions qui reproduit l'indice, bah, structurellement, à long terme, vous aurez une meilleure performance puisque vous n'aurez pas les frais sur les actions. Mais bon, c'est pas facile à faire. Or, l'ETF, lui, a aussi un autre avantage, c'est qu'il est auto-nettoyant et qu'il va éliminer les actions les moins performantes qui finiront par sortir de l'indice. Pour autant, bon, je m'astreins quand même à avoir un peu d'actions. Si le marché est bien arbitré, peu importe l'action qu'on achète, elle est censée, dividende réinvesti, suivre la performance de l'indice. Donc c'est pour ça que j'essaie de miser sur des actions qui potentiellement vont faire mieux que l'indice. Et je m'intéresse à Tesla pour cette raison, puisqu'avec toutes les perspectives de marché qu'ils vont ouvrir, on pourrait avoir des très bonnes surprises sur Tesla à l'avenir. Je vais quand même modérer mon exposition à Tesla. Je continue peut-être un mois ou deux mon DCA sur Tesla, mais pas davantage. Hein. Je ne vais pas me surexposer à cette valeur. Je suis d'ailleurs en train de préparer une vidéo sur Tesla et l'analyse de l'action où je vais essayer de démontrer qu'il y a un scénario tout à fait crédible dans lequel le cours de l'action pourrait atteindre dans les prochains mois ou les toutes prochaines années au moins 1000 $. Mais ça, ce sera dans une prochaine vidéo. Donc en conclusion, mon DCA pour le mois de juin 2025 sera exactement le même que celui du mois de mai 2025, donc toujours 25 € sur un ETF S&P 500 hedgé, 225 € sur un ETF S&P 500 non hedgé et 13 € sur Tesla. Voilà, donc si vous souhaitez continuer de suivre ce DCA, bah écoutez, je vous suggère de vous abonner. Je mettrai à jour chaque mois le suivi de ce DCA. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt donc pour des prochaines vidéos. Ciao.